On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui fait qu'une pomme tombe d'un arbre? Ou comment les planètes font pour rester en orbite sans partir se balader dans l'espace? Eh bien, la réponse, elle tient en 3 lois, incroyablement élégantes, qui régissent absolument tout ce qui bouge dans notre univers. Aujourd'hui, on plonge au cœur des lois de Newton. Allez, c'est parti. C'est une question qui a l'air toute simple, presque une question d'enfant. Et pourtant, elle est au centre de toute la physique. Pourquoi est-ce qu'une balle qu'on lance finit toujours par s'arrêter? Comment la Lune peut-elle tourner autour de la Terre sans jamais nous tomber dessus? Tout, absolument tout, part de cette interrogation fondamentale. Et le génie qui a réussi à assembler toutes les pièces de cet immense puzzle, c'est évidemment Sir Isaac Newton. Ce qui est fou, c'est qu'il a compris que le mouvement de l'univers entier, du plus petit grain de sable à la plus grande des galaxies, pouvait être décrit par seulement 3 principes de base. 3 règles d'une puissance et d'une simplicité déconcertantes. Alors commençons par la première loi. Le meilleur moyen de la comprendre, ce n'est pas de la voir comme une règle compliquée, mais plutôt comme l'état naturel des choses. C'est un peu le mode flemme de l'univers. Ok, la définition officielle, elle peut faire un peu peur avec ses grands mots. Mais en fait, l'idée derrière est super simple. Ça dit juste que si on laisse un objet tranquille, il va continuer à faire ce qu'il était déjà en train de faire. Les mots isolé ou pseudo-isolé, ça veut juste dire qu'aucune force ne vient le déranger. C'est ça le fameux principe d'inertie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un objet qui ne bouge pas, il a envie de rester immobile. Et un objet qui est en mouvement, il veut continuer à avancer tout droit et toujours à la même vitesse. Pour que ça change, il faut absolument qu'une force extérieure vienne le bousculer. L'inertie, au fond, c'est la résistance qu'un objet oppose à un changement de mouvement. Bon, la première loi nous décrit l'état par défaut, l'état de tranquillité. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vient justement perturber cette tranquillité? C'est là que la deuxième loi entre en scène. C'est elle qui nous explique comment une force peut créer un changement. Et c'est là que ça devient vraiment dynamique. Encore une fois, la définition formelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle établit un lien direct, mathématique, entre 3 choses. Les forces qu'on applique sur un objet, sa masse, et le résultat, c'est-à-dire son changement de vitesse, qu'on appelle l'accélération. Et cette relation, elle est magnifiquement résumée par l'équation la plus célèbre de toute la physique, F égale ma. C'est le véritable moteur de la mécanique classique. C'est cette petite formule qui, pour la première fois, a permis à l'humanité de prédire l'avenir, de calculer la trajectoire d'une fusée, d'anticiper le retour d'une comète. C'est absolument révolutionnaire. Finalement, c'est comme une recette de cuisine, c'est très logique. Plus la force que l'on applique est grande, plus l'objet va accélérer. Et à l'inverse, plus un objet est lourd, plus sa masse est importante, plus il faudra le pousser fort pour obtenir la même accélération. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. On passe maintenant à la 3e et dernière loi. Et celle-là, elle nous révèle un grand secret sur la nature même des forces. Elles ne sont jamais seules. Une force, ça agit toujours en duo, ça fonctionne par paire. C'est un peu comme un dialogue permanent entre les objets. Les mots-clés ici, c'est simultanément et réciproque. Au moment exact où on pousse sur un mur, le mur nous pousse en retour. Et il nous pousse avec une force qui est parfaitement égale, mais dans le sens opposé. Ce n'est pas une force qui vient après l'autre, non. Les deux se produisent en même temps. Et ça marche pour toutes les interactions sans aucune exception. Pour bien visualiser, prenons un exemple. L'action, c'est la force qu'on exerce. La réaction, c'est la force qu'on subit en retour. Elles sont totalement inséparables. Une fusée qui décolle, c'est ça. Elle pousse très fort sur les gaz d'échappement vers le bas, c'est l'action, et en retour, les gaz la propulsent vers le haut, c'est la réaction. Et voilà.
toute cette idée de symétrie parfaite, elle est capturée dans cette petite équation toute simple. La force que A exerce sur B est égale à l'opposé de la force que B exerce sur A. Le petit signe moins est super important. C'est lui qui nous dit que la force de réaction va dans la direction opposée. C'est d'une simplicité et d'une beauté désarmante, non ? Bon, on a vu les 3 lois séparément, c'est bien beau, mais leur vraie magie, c'est de les voir travailler ensemble. Alors, pour voir comment ça se passe dans la vraie vie, prenons un exemple concret et regardons comment elles s'articulent pour décrire le monde qui nous entoure. Regardons ce cas d'école. On a un bloc sur une pente, la gravité l'attire vers le bas le long de cette pente. C'est une application parfaite de la deuxième loi. On a une force, ici une partie de la gravité, qui n'est compensée par rien d'autre et donc elle provoque une accélération. Le bloc se met à glisser. Maintenant, compliquons un peu les choses, ajoutons du frottement. Le frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement, qui le freine. L'accélération du bloc, du coup, elle ne dépend plus seulement de la gravité. Elle va être le résultat d'une sorte de lutte entre la gravité qui veut le faire descendre et le frottement qui veut le retenir. C'est la force nette, la somme de toutes les forces en jeu, qui va décider du mouvement final. Et c'est là qu'on voit que tout s'emboîte parfaitement. La première loi nous explique pourquoi il faut une force pour que le bloc se mette à bouger. La deuxième nous permet de calculer précisément son accélération en additionnant la gravité et le frottement. Et la troisième nous rappelle que pendant tout ce temps, le plan incliné soutient le bloc. Il le pousse vers le haut avec une force égale et opposée. Les 3 lois ensemble nous donnent une image complète et prévisible de la situation. L'impact de ces 3 petites lois est juste gigantesque. Elles ne servent pas qu'à décrire des blocs sur des pentes. Elles sont la fondation sur laquelle on a bâti l'ingénierie, l'aéronautique, bref, une immense partie de notre monde moderne. Elles nous ont permis de comprendre le ballet silencieux des planètes et de maîtriser notre environnement comme jamais auparavant. Et c'est peut-être ça la question la plus vertigineuse, parce que, aussi puissantes qu'elles soient, les lois de Newton ont leurs limites. Quand on s'approche de la vitesse de la lumière, ou quand on plonge dans le monde infiniment petit des atomes, elles commencent à ne plus fonctionner. Elles cèdent la place à la relativité d'Einstein et à la mécanique quantique. Mais ça, c'est une toute autre histoire.